Allez, on est de retour pour la suite et la fin de ces deuxièmes rencontres sur l'insertion sociale par le sport. Merci d'être restés, merci d'être aussi nombreux. J'espère que vous serez aussi actifs et impliqués que lors de la précédente table ronde. Donc on va passer à la dernière table ronde, la troisième de la journée. Je le disais tout à l'heure, va être consacrée au suivi, à l'impact des politiques, toutes ces politiques qu'on a évoquées tout au long de la journée, et notamment sur les questions des feuilles de route, comment quantifier, comment évaluer les politiques sportives qui sont mises en place, évoquer l'impact et le suivi donc de ces politiques sur le sport, également sur l'activité physique pour tous. On a vu que c'était extrêmement important. On va faire cela à partir des cas d'école un petit peu qu'on a pu, et des différents pays qu'on a évoqués tout au long de la journée, et identifier donc ces méthodologies d'évaluation et de suivi d'impact. Alors pour cela, on a encore une fois bien sûr un plateau de rêve, un plateau de choix, avec tout d'abord Chouchou Chen, qui est professeur associé de politique et de gestion du sport à l'université de Birmingham au Royaume-Uni. J'espère que je n'ai pas écorché son nom, c'est bien Chouchou Chen, is this right? Voilà. Merci beaucoup à Chouchou Chen, on peut l'applaudir. Et on l'écoutera dans quelques instants. On a également Noémie Lequet qui est avec nous, qui est consultante en évaluation des politiques publiques chez Quadrant Conseil. Bonjour Noémie et bienvenue. On a également juste à sa droite Philippe Muller-Vert, qui est directeur du département sport à l'UNESCO. Bonjour et merci Philippe d'être présent parmi nous. Et pour compléter cette tablée, nous aurons également François Leyondre, qui est chercheur et maître de conférences en sociologie du sport à l'université Rennes 2. Voilà donc pour le plateau. Merci à tous d'être présents. Comme tout à l'heure, on va avoir une présentation individuelle de chaque participant. Et puis ensuite, vous pourrez poser vos questions à chacun, ou peut-être même à plusieurs personnes si vous le souhaitez. N'hésitez pas, vous me ferez un petit signe et on vous emmènera un micro. On va commencer tout de suite avec Philippe qui va nous faire une petite présentation donc sur la thématique de cette table ronde. Merci Philippe. Juste pour Philippe, si vous pouvez vous lever, c'est un petit peu plus simple pour les personnes qui font la traduction là-haut, ça sera la même chose pour les autres intervenants, si c'est possible ou pas. Merci beaucoup. Je reste assis parce que dès que je suis debout, je perds ma parole. D'accord, effectivement c'est le principal. Merci Philippe. Bon après-midi à tous. Je parle en français, j'ai l'impression que la majorité des gens dans la salle sont plutôt francophones. Je regrette ne pas avoir été là ce matin pour cette discussion très très importante pour nous. On a remercié RAI et la Fondation Golde-Lettres pour avoir mis ça en place. Nous sommes des partenaires depuis plusieurs années maintenant. Je suis très heureux de pouvoir vous rejoindre au moins cet après-midi. L'UNESCO, tout le monde connaît pour le patrimoine mondial. Très peu de gens nous connaissent pour le sport. Donc permettez-moi de brièvement expliquer en quoi s'engage dans le sport. Nous sommes la seule agence des Nations Unies qui a comme propriétaire et client les ministres du sport autour du monde. Dans les années 70, lorsque le sport est devenu commercial, international et professionnel, les gouvernements du monde se sont dit qu'il faut une organisation internationale qui préserve les valeurs du sport, qui préserve son intégrité et qui préserve le sport en tant que bien public, qui assure que l'accès au sport reste l'agenda politique principal autour du sport et que le sport ne devienne pas un produit principalement. Dans ce cadre-là, on a lancé il y a 3 ans, à la lumière du Covid, une initiative sportive qui s'appelle Enfants pour la vie, Fit for Life, et qui émerge du constat qu'en très peu de temps, des gouvernements ont pu mobiliser des milliards, sinon des billions d'euros pour la reconstruction Covid et n'ont rien investi dans ce paquet-là pour le sport pour tous. Et pourtant, on savait déjà à l'époque que la participation au sport, l'éducation physique sont des moyens de résilience physique, émotionnelle et sociale très très importante, et ce décalage a été vraiment un message d'alerte pour nous, pour dire c'est pas un problème de ressources, c'est un problème de perception du sport. Et malheureusement toujours, les gens qui ont le pouvoir dans les gouvernements, les investisseurs publics et privés, quand ils pensent au sport, ils pensent à un écosystème extrêmement riche. C'est ce qu'ils voient dans les médias, il y a un écosystème très très bien financé, même surfinancé par endroits. Et ils se disent pourquoi j'investirais dans un domaine qui est déjà surfinancé, il y aura le ruissellement vers le bas d'une certaine manière, et je vais plutôt aller dans d'autres domaines de développement.
Et donc, enfant pour la vie consiste à dire, vous vous trompez, le ruissellement, comme dans d'autres secteurs de la société, ne fonctionne pas. Il faut aller directement vers le bas de la pyramide, c'est là qu'il y a les retours sur investissements sociaux les plus importants en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'inclusion sociale, en matière d'emploi, en matière d'égalité de genre et autres domaines économiques évidemment aussi, les plus importants. Et on commence à voir les données, et là on va rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, on commence à voir les données qui démontrent ça de manière assez claire. On en a beaucoup dans le domaine de la santé physique, et on commence à voir de plus en plus par rapport à la santé mentale, par rapport à d'autres domaines de développement. Je suis un peu intimidé par mon panel parce que je ne suis pas technicien d'évaluation, donc mon discours va être, comme vous attendez de la part d'un représentant des Nations Unies, un peu politique, mais ce plaidoyer est très très lié à l'évaluation parce qu'on a trop longtemps cité Nelson Mandela qui a dit les choses les plus belles, ce que le sport peut représenter pour nos sociétés, mais ça n'a pas fait bouger la donne. Et donc il faut qu'on change notre discours, il faut qu'on articule les bienfaits du sport de manière pertinente pour ceux qui ont le pouvoir de changer les choses et d'investir dans le sport en tant qu'un catalyseur de développement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il faut qu'on arrête de parler. L'année dernière, dans notre marathon, on a eu 5000 participants. Cette année, on a eu 7000. Grand succès. Ce genre de discours, on l'a tenu trop longtemps. Et il faut qu'on parle, qu'est-ce que ça a changé dans la vie des participants de ce marathon, dans leur famille, dans leur communauté, dans la société, qu'est-ce que ça a amené comme changement? Et ce langage, en termes d'impact non sportif du sport, est une fonction très typique pour une organisation des Nations Unies. Nous constatons qu'évidemment l'impact du sport s'opère toujours au niveau local, c'est quand les gens commencent à courir, nager, faire la boxe, etc. Mais il n'y a aucune agrégation de cet impact du niveau local vers le national ou l'international. Et ça, c'est le rôle très classique d'une organisation des Nations Unies pour dire on est là pour aider d'abord les autorités sportives, mais aussi les autres parties prenantes à tenir un langage commun par rapport à l'impact du sport. Concrètement, on va tenir 2 conférences en amont des Jeux Olympiques et une autre en amont des Jeux Paralympiques. C'est pourquoi je n'étais pas avec vous ce matin, parce qu'on est en plein bourg, là, on prépare ces conférences. On va lancer un rapport sur l'impact social du sport. Et ce rapport va d'abord réunir tout ce qui existe comme littérature scientifique solide sur différents domaines d'impact du sport, des études de cas, mais il va aussi proposer un langage. Quels sont les domaines d'impact social qu'on devrait regarder? Comment structurer l'évidence scientifique dont nous disposons? Et quels sont les findings, les résultats de ces études les plus pertinentes dans cette vision d'un forme pour la vie, c'est-à-dire, soyons très francs, les plus pertinents pour les investisseurs publics et privés. Et quand on parle d'investisseurs publics et privés, on parle bien sûr des ministres du sport, mais on ne parle pas principalement des ministères du sport. On sait tous que les ministères du sport n'ont pas beaucoup de moyens, et les moyens qu'ils ont sont dépensés pour les compétitions principalement. On parle des ministères de la Santé, on parle des ministères de l'Éducation, on parle des ministères des Affaires sociales, de l'Emploi, de l'économie, etc., qui, eux, n'ont pas le sport sur leur radar. Et donc, il faut leur donner les résultats, l'impact que peut avoir le sport dans leur objectif pour les convaincre à investir. On parle des maires au niveau local, évidemment, parce qu'ils sont beaucoup plus rapides à changer la donne, à changer des politiques. On parle des banques de développement public. On est membre d'une coalition des banques de développement pour le sport qui a été fondée par l'Agence française de développement. On parle des investisseurs sociaux privés. Et ça, c'est quelque chose qui doit être sujet d'espoir, je pense. Il y a de plus en plus d'investissements dans le domaine social qui sont lucratifs. Ça peut paraître cynique, c'est-à-dire on peut gagner de l'argent en faisant du bien, mais ça peut aussi être une source d'espoir. Si on peut gagner de l'argent en faisant du bien, peut-être c'est ça qui change un peu la donne de ce monde où on a tellement de logique économique qui nous a fait du mal dans toutes nos sociétés à plusieurs plans. Si on peut inverser cette tendance pour démontrer l'investissement dans le sport pour aider les groupes les plus défavorisés peut être lucratif, je peux vous expliquer plus tard
comment ces mécanismes peuvent fonctionner, on a une grosse source d'espoir. En conclusion, parce qu'il y a beaucoup de choses plus pertinentes à dire par rapport à l'évaluation, les données que nous cherchons doivent se rapprocher des investissements. Parce qu'encore une fois, si on ne ressource pas les acteurs du sport avec les moyens, on va rester un domaine de niche dans le monde entier qui regarde avec bienveillance, ah que c'est sympa de voir ces jeunes jouer au foot, je vais donner un peu d'argent, caritatif. Nous on pense le sport, ça doit être systématique, ça doit être un volet politique systématique à travers tous les domaines gouvernementaux. Et pour qu'il devienne ça, il faut qu'on soit très sérieux par rapport au retour sur investissement. Donc un domaine qui est sous-développé, sous-documenté, on doit être capable d'avoir des analyses coûts-bénéfices. Tout ça, ce sont des arguments qui vont vraiment faire bouger la donne pour que le sport devienne quelque chose de beaucoup plus important et systématique dans nos sociétés. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci Philippe pour ce propos préliminaire et ce contexte un petit peu. On va continuer d'approfondir le sujet et bien sûr vous pourrez poser vos questions juste après à Philippe et aux autres intervenants avec Noémie Loquet qui, je le rappelle, est consultante en évaluation des politiques publiques chez Quadrant Conseil. Je me lève, c'est ça du coup pour... C'est un peu mieux pour les traductrices, effectivement, ça leur permet de pouvoir être plus à l'aise. Merci. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là et merci pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Je suis donc consultante en évaluation de politique publique dans un cabinet qui s'appelle Quadrant Conseil, qui est une société coopérative et participative spécialisée en évaluation de politique publique. Par ailleurs, je suis aussi pratiquante d'un sport qui s'appelle le roller derby, qui est un sport de contact en roller, féministe et inclusif. Et j'ai aussi fait partie des instances fédérales au moment de la création de ce sport en France et de la création des championnats. Voilà pour le contexte. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est en fait vous donner un exemple et puis peut-être un second d'évaluation de politique sportive qu'on a pu mener avec mon cabinet et du coup essayer d'éclairer un petit peu quels sont les enjeux méthodologiques, d'inclusion aussi et à quoi ça peut servir, comment ça peut être utilisé, une évaluation. Ce premier cas dont je veux vous parler, il parle d'une politique publique qui a été mise en place par une région française pour l'accès des femmes au sport. Cette politique publique, elle concerne les contrats de développement du sport. C'est la manière en fait qu'a cette région de financer les ligues sportives régionales pour leur développement dans la région. Et pour faire ça, elle propose donc ces contrats qui sont des subventions qui financent ces ligues sportives régionales. Depuis 2017, la région, son action en fait, c'est d'avoir rendu obligatoire en fait, l'axe sur l'accès des femmes au sport. Il existait avant, il y a 5 axes dans ces contrats, et celui-ci, c'est le seul, il a été rendu obligatoire. Toute ligue sportive régionale qui veut obtenir une subvention de la région doit proposer des actions et demander des financements pour le développement du sport par les femmes. Pour la pratique des femmes, mais aussi pour essayer de faire en sorte qu'elles aient plus de place dans les instances de direction des clubs sportifs, par exemple, ou aussi au poste de coach ou d'arbitre. La nuance, c'est qu'il n'y a pas de minimum d'argent, de montant à demander, c'est-à-dire que dans l'absolu, une ligue sportive régionale pourrait demander 1 euro sur cet axe-là, et proposer une action qui ne coûte qu'1 euro. Il n'y a pas non plus, au moment du choix de la subvention, de vérification ou d'analyse de la qualité des actions qui sont proposées. Voilà pour ça. Une évaluation de politique publique, du coup, dans ce contexte-là, elle a vocation à porter un jugement sur la capacité de cette action-là à produire les effets qui en sont attendus. Donc là, améliorer, augmenter la pratique du sport par les femmes. Pour ce faire, elle doit proposer des critères d'évaluation au regard desquels on va juger que ça a fonctionné ou non, en amont de l'évaluation, et ensuite aller dans la vie réelle, regarder, vérifier ce qui se passe pour voir si effectivement ou non ça a pu apporter les effets qui en étaient attendus.
Ici, la question qui était posée... Ah oui, il faut que je fasse ça. Hop. Tac. La question qui était posée ici, il y avait plusieurs questions, mais il y avait notamment une question d'efficacité, qui était donc, dans quel cas et comment, est-ce que ce dispositif régional permet-il le mieux aux ligues sportives régionales d'améliorer l'accès des femmes à la pratique sportive et aux instances dirigeantes et fonctions d'encadrement? Pour répondre à cette question, on a proposé une approche, et donc là je rentre un petit peu dans la technicité de l'évaluation, mais une approche qu'on appelle basée sur la théorie. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il n'y a pas forcément de lien direct et automatique entre l'action qu'on va mener, donc là, rendre obligatoire l'axe sur le développement du sport par les femmes, et les effets qu'on en attend au bout. Et qu'il va falloir reconstruire, comprendre les mécanismes psychosociaux de transformation qui s'activent entre ce qu'on fait et ce qu'on en attend tout au bout, pour ensuite pouvoir aller regarder si effectivement ça se passe. Et donc pour faire ça, on construit ce qu'on appelle une théorie du changement qui explicite ces liens de cause à effet. Et c'est là que c'est intéressant, c'est vraiment des liens de cause à effet, et ensuite l'évaluation, elle va aller regarder si ces liens, ils sont bien effectifs sur le terrain. S'il y a une flèche qui représente un lien qui est rompu à un moment, eh bien, on ne peut pas attendre les effets au bout. Et donc l'évaluation, elle va justement aller chercher où ces flèches marchent bien et où elles ne marchent pas bien. Je pense que c'est un petit peu petit pour que vous voyez tous et toutes. Je vais essayer de vous le présenter rapidement. Donc à gauche, on a en orange la région qui donc propose cet axe, rend obligatoire son axe sur le développement du sport par les femmes, pour les femmes. Et ensuite, en vert foncé, on a donc nos ligues sportives régionales qui initient une réflexion sur ces questions de genre, qui s'approprient la question et conçoivent peut-être des actions, un plan d'action pour augmenter la place des femmes dans le sport. Si tout se passe bien, bien sûr, ce schéma, et je ne l'ai pas précisé, il explicite les liens de cause à effet qu'on attend qu'ils se passent pour que ça marche. Donc c'est la situation où ça marche, d'accord ? L'évaluation, elle va ensuite aller regarder si ça fonctionne. Si tout se passe bien, ils mettent en œuvre leur plan d'action. Petit à petit, ils améliorent, renforcent, développent, complètent ce plan d'action. On peut aussi espérer que dans le processus, ils apprennent des choses nouvelles, ils s'acculturent aussi à ces questions de genre, et que finalement, dans la majorité de leurs actions, de leurs discours, au-delà même de ce plan d'action, ils sont plus favorables à la place des femmes dans le sport. Ça, c'est ce qu'on attend pour le public cible de cette politique publique. Et c'est ça aussi qu'on va pouvoir aller vérifier avec l'évaluation. Quand on regarde ce qu'on attend qui se passe ensuite, on attend des choses pour les femmes qui sont déjà engagées dans la pratique sportive. Notamment, on attend qu'elles aient plus facilement accès aux fonctions d'encadrement et de direction, et puis qu'elles se sentent encouragées, soutenues dans ces fonctions-là. Pour les femmes qui ne pratiquaient pas encore une activité physique et sportive, on espère qu'elles se sentent concernées par l'offre sportive qui est proposée, qu'elles aient envie de pratiquer un sport, qu'elles se sentent soutenues dans cette envie-là. On attend aussi peut-être des actions, qu'elles soient en capacité de lever des freins à cette pratique, et in fine, on attend qu'elles s'inscrivent et qu'elles aient une pratique sportive. Et puis, bien sûr, in fine, on espère que ces personnes-là persévèrent, continuent et aient une pratique sportive sur le long terme. Alors, comment est-ce qu'on y a répondu ? Ça, c'est le déroulé de notre évaluation. Je ne vais pas tout vous décrire, mais c'est pour vous expliciter qu'il y a 3 grandes étapes dans une évaluation. Il y a une phase de cadrage, où effectivement, on va essayer de comprendre quels sont les attendus de l'évaluation, et c'est notamment à ce moment-là qu'on va faire cette théorie du changement que je viens de vous présenter. Il y a une phase de collecte. Là, on a pu faire des entretiens semi-directifs avec les parties prenantes, une enquête auprès de l'ensemble des ligues sportives régionales qui avaient bénéficié du soutien, et puis on a pu faire aussi des études de cas, 5, pour lesquelles on a été sur le terrain. On a été voir les ligues sportives, on a été voir les clubs de ces ligues sportives, et puis aussi leurs pratiquants et leurs pratiquantes. Là, j'ai envie de vous parler de la question de comment est-ce qu'on s'assure que dans une évaluation, on a pu intégrer les personnes qui sont concernées, et notamment les personnes qui sont les plus vulnérables ou les plus éloignées
de la pratique sportive ou la politique publique qu'on est en train de mettre en œuvre. Ici, on le fait, vous le voyez, en fait, finalement uniquement au moment des études de cas. C'est très lié à un dialogue qui se passe entre les commanditaires d'une évaluation, les collectivités, les gouvernements, et les praticiens et les praticiennes de l'évaluation. Quand la demande n'est pas faite et n'est pas prévue pour qu'on aille chercher la parole, c'est extrêmement compliqué d'arriver à l'ajouter, parce que c'est bien un ajout, et donc du coup c'est des coûts supplémentaires à prévoir dans une évaluation. Mais lorsque c'est prévu, et là en l'occurrence il y avait cette place-là au moins pour ces études de cas, eh bien on peut aussi être force de proposition dans qui et comment est-ce qu'on va pouvoir aller collecter cette parole. Là je vous donne un exemple, on est sur une politique publique qui concerne la place des femmes dans le sport. Ceci étant dit, si on pousse un petit peu la réflexion, on pourrait se poser des questions de genre de manière plus générale. Et ici, on aurait aimé, ça n'a pas forcément été possible, mais aussi pouvoir aller voir des personnes trans, des personnes non-binaires, des personnes intersexes qui sont aussi très exclues de la pratique sportive. On parle parfois du haut niveau, mais en fait, dans la pratique du sport pour tous et toutes, il y a aussi ces personnes-là. Et avec les propos d'Elon Musk ces derniers jours, je pense que c'est aussi une question qui a son importance. Tout ça, c'est comment aller chercher la parole des personnes concernées dans le process de l'évaluation. Mais il y a une chose qui est encore plus intéressante à faire, c'est de faire en sorte de redonner du pouvoir à ces personnes à travers le processus même de l'évaluation. Et ça, on peut le faire si on met en place ce qu'on appelle une évaluation participative, où on ne va pas seulement collecter la parole des personnes concernées dans cette phase de collecte, mais en fait, on les intègre dès la phase de cadrage, notamment dans les questionnements sur les critères d'évaluation. Je vous l'ai dit au démarrage, évaluer une politique publique, c'est en amont fixer des critères au regard desquels elle va être évaluée. Et si dans ce moment, qui est un moment de pouvoir en fait, où on fixe les critères, eh bien, dans la discussion, on arrive à intégrer des personnes concernées par la politique publique ou par le problème qu'on essaie de résoudre avec cette politique publique, eh bien, c'est un espace où on leur redonne, à un moment donné, la possibilité de choisir aussi au regard de quoi les politiques qui leur sont destinées vont être évaluées. Et là encore, c'est pas si évident, et là aussi, il faut que ce soit un dialogue entre le commanditaire et les praticiens-praticiennes. Si c'est pas prévu en amont, c'est extrêmement difficile d'avoir les moyens de mettre en œuvre des outils spécifiques pour faire en sorte d'intégrer la parole de ces personnes-là. Je voulais faire un petit zoom aussi sur une question qui est intéressante, la question du périmètre d'une évaluation. Là aussi, il y a du pouvoir quelque part, c'est le moment où on choisit qu'est-ce qu'on va évaluer et sur quel périmètre. Sur cette même politique publique dont je vous parle, elle ne s'intéressait, finalement, elle évaluait cet axe obligatoire et du coup, elle ne regardait que cet axe obligatoire. Et ce qu'on a proposé dans la phase de cadrage, c'est d'étendre le périmètre de l'évaluation en faisant une analyse budgétaire genrée qui prenait en compte non pas que cet axe-là, mais l'ensemble des financements des contrats de développement du sport et d'aller regarder finalement comment est-ce qu'ils étaient distribués. Et on se rend compte que, en fait, je vais me déplacer pour vous montrer, ici les points bleus, ce sont les ligues sportives, les sports en fait, qui ont une majorité de pratiquantes qui sont des femmes, et de l'autre côté, c'est les sports qui ont une majorité de pratiquants qui sont des hommes. Et on se rend compte que donc, dans cette région-là, eh bien, en termes de financement de la région, il y a un plafond à 13 € par licencié pour les sports qui sont à majorité féminine, et il y a un plafond à plus de 100 € par licencié pour les ligues qui sont à majorité masculine. Alors 100 €, c'est une exception, mais il y a quand même 7 sports qui sont entre 40 et 60 € par licencié, par exemple, en termes de subventions régionales. Donc en étendant le périmètre de l'évaluation, on se rend compte que malgré le fait qu'on essaie de soutenir le développement du sport féminin, on continue de l'autre côté à majoritairement soutenir, en fait, pour leur développement, les sports à dominante masculine. Quelques autres résultats principaux de cette évaluation. Cet axe obligatoire, il a bien permis aux ligues sportives régionales de mettre en place des actions, d'initier des discussions sur le sujet. On sait que ça a permis d'en faire un sujet dans les ligues sportives régionales. Ceci étant dit,
ce caractère obligatoire, il n'est pas assez suffisant pour s'assurer en fait, que les actions qui sont proposées, elles ont une ambition suffisante et surtout elles sont bien pensées. C'est-à-dire qu'on peut avoir des actions assez contre-productives parfois, ou alors qui ont des effets escomptés relativement faibles. Et en fait, on se rend compte que c'est un premier pas voilà, de rendre obligatoire le fait de faire des actions, mais qu'en fait, il y a un vrai manque d'ingénierie et que ces ligues régionales sportives, elles ont besoin en fait, d'être soutenues aussi dans la conception des actions pour faire les bonnes actions. Est-ce qu'il me reste encore un peu de temps? On dirait. Je voulais vous présenter juste une autre évaluation qu'on a pu faire rapidement. Le slide. Le slide. Le slide, merci. Je voulais vous présenter rapidement un autre exemple d'évaluation qu'on a pu faire, parce qu'il éclaire aussi sur l'utilisation qu'on peut faire d'une évaluation de politique publique sportive. Ça, c'est donc la logique d'intervention, la théorie du changement qu'on a pu faire pour un des dispositifs du programme Héritage de Paris 2024, c'est le réseau des clubs para-accueillants, qui du coup vise à former, accompagner et mettre en place un réseau des clubs sportifs ordinaires pour qu'ils soient en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap pour une pratique sportive. On attend de ça que les personnes qui ont suivi la formation, donc c'est souvent un encadrant et un dirigeant par exemple des clubs sportifs, se saisissent de ce qu'ils ont appris pour mettre en place un projet parasportif, c'est-à-dire un projet d'accueil de personnes en situation de handicap dans leur club ordinaire. On attend de ça qu'ils changent aussi leur manière de penser, mais aussi de parler autour du handicap et de la pratique sportive. On espère aussi qu'ils transmettent cette façon nouvelle de penser et de parler du handisport aux autres encadrants et dirigeants de leur club sportif, à leurs licenciés aussi, donc aux autres adhérents de leur club. Et in fine, on espère qu'ils développent une offre, soit des créneaux dédiés à la pratique parasportive, soit des créneaux partagés entre les deux. Et de tout ça, bien sûr, on espère que les personnes en situation de handicap aient connaissance de l'offre, aient envie de venir, viennent, se sentent bien, se sentent accueillis, à la fois dans un environnement accueillant et sécuritaire pour leur pratique, et puis qu'elles restent, qu'elles persévèrent dans cette pratique, et qu'elles en aient aussi tous les bénéfices pour leur santé, leur intégration, etc. Cette évaluation, elle est intéressante parce que, contrairement à la précédente, pour la précédente, il y avait un vrai intérêt de la part des personnes qui avaient commandité l'évaluation à comprendre ce qui marchait ou ce qui marchait moins bien pour améliorer. Et donc une vraie forme d'honnête curiosité sur les résultats qu'on allait pouvoir leur apporter. Ici, on est plutôt sur, parce qu'il y a de fortes injonctions, de fortes attentes sur l'évaluation de ce programme, sur un besoin de faire de l'évaluation. Et d'ailleurs, quand on demande à quoi a servi l'évaluation, il y en a d'autres, mais parmi les réponses qui nous sont faites, c'est ça a servi à dire qu'on a fait de l'évaluation. Voilà. Mais toujours est-il qu'il y avait une question de timing, là, plutôt de temporalité, puisqu'on nous demandait des résultats sur les impacts, sur ce que vous voyez en bout de chaîne, sur la pratique du sport par les personnes en situation de handicap, alors même que le programme venait d'être commencé quelques mois, une année à peine avant l'évaluation, parce que, il y a besoin de produire des résultats en termes d'impact, alors même que les impacts n'ont probablement pas encore apparu, puisque ça fait trop peu de temps. Et donc cette approche basée sur la théorie, où on a reconstruit cette théorie du changement, ça nous a permis surtout d'aller creuser ce qui se passait pour les premières boîtes, les premières étapes. Bien sûr, on a eu des indices sur est-ce que ça pouvait avoir des impacts de long terme, mais seulement des indices. Mais par contre, on a pu produire des enseignements intéressants qui ont permis, notamment sur la notion de réseau, etc., d'alimenter les réflexions pour l'essaimage du programme au niveau national. Merci beaucoup. Merci Noémie. On va poursuivre, toujours cette table ronde avec cette fois-ci Chouchou Chen qui va prendre la parole. Donc je rappelle, professeur associé de politique et de gestion du sport à l'université de Birmingham au Royaume-Uni. Merci Chouchou.
Testing. Great. I thought I'm the last. Thank you so much for the opportunity to be here. It's very honored. I know there are a lot of people out there in terms of academics doing great work. I'm just privileged to be here and share a few thoughts on around the relationship between research, practice, and the policy. So what I would like to do is to spend some minutes to take you through, those mainstream public policy evaluation and the programs, and then compare it with our field, sport and physical activity, and really emphasize on the value of user research in informing policy, and discuss some of the strategies used in the public policy mainstream field, and share a specific example of my recent work. So let's take a moment to look at this figure and consider the relationship between research, policy, and the practice. This relationship map is not just about the abstract concept. It's fundamentally about people who are part of it. Now I wanted to invite you to reflect on your daily work and the project you've been involved in, regardless of your role, whether you are a politician, a senior officer at the NGB, or academics like myself. Think about the extent to which you have planned or delivered your daily tasks by actively leveraging the relationships or value of the other two groups. Have you tried to integrate their perspectives and expertise into the designing or delivery of the evaluation work from the very beginning? Or do you only consider their involvement when you encounter challenges and obstacles? Perhaps your strategy has been focusing on the specific tasks that you're responsible to do and only share the results once everything is completed. Some of you might think, wait a minute, I don't believe that the policy evaluation, program evaluation needs all three parties. Well, let's delve into deeper in terms of who carries out evaluation exercise. So who carries out evaluation exercise? Since the field of sport physical activity is relatively new, let's look at the mainstream public policy arena. Evaluation can be conducted by those who deliver and manage the policy and the program. Those individuals possess in-depth knowledge of the program or policy, but may not necessarily have a specific evaluation skills. Alternatively, a dedicated unit within the organizations responsible for the program may focus on evaluation analysis, or evaluation can be commissioned to external teams, including academic groups, non-profit organizations, commercial firms such as a consultant, and those logistic and executive bodies themselves, as well as independent entities, for example, think tank. And consider those specific nature of evaluation work. Renowned American politician scientists noted that in-house evaluation, regardless of their analytical quality, often lacked of a necessary independency and credibility. This insight highlights the importance of external perspectives in policy evaluation to ensure objectivity and credibility. I attempted to use this traffic light system to score each type of evaluation exercise carried out by the sport and physical activity workforce. The green light indicates that the practice is relatively more common, while the red light indicates it's less common. This doesn't mean that all sport physical activity programs undergo policy or program evaluation, nor that no evaluation is carried out by a legislative body. I'm sure you all agree with me that overall, our field, globally speaking, is still lagging behind. We know that in some nations, sport policy evaluation is a compulsory stage of a policy analysis, although it may suffer from a lack of independency or critical scrutiny. The notion of think tank or academic research scrutiny is not universal prevalent. In the UK, I have identified some of the examples of a good partnership work that have leveraged research expertise. For example,
the special evaluation unit of Sport England has developed its evaluation framework incorporating academic inputs to guide the reporting and the evaluation of a range of funded sport physical activity programs. The Sport Industry Research Center at the Sheffield Hallam University has been influential in shaping sport policy for a decade, particularly more recently around this measuring the social return on investment of a sport and physical activity. Their development of an evaluation approach and a framework has been utilized by Sport England and now used as a benchmark to support policy intervention. Additionally, one-off commission evaluation projects, such as this consortium of KPMG for Global and the University of Birmingham, evaluated the Birmingham 2022 Commonwealth Games funded by the Department of Culture, Media and Sport of the UK. These examples demonstrate that the significant role of academic and consultancy groups in enhancing rigor and the credibility of a sport policy program evaluation in the UK. Of course, if we take a step back and look at the definition of a policy evaluation more broadly, recognizing evaluation as an essential part of a policy process, the sport and the physical activity area still falls short of achieving its goal. In many countries, sport policy evaluation is often done in an ad hoc manner, as a last-minute task. Even when evaluations are conducted, the lessons learned may not be utilized effectively to inform policy change. Instead of evaluating both means and objectives, the focus of a sport physical activity-related evaluation often centers solely on assessing whether the objectives of a policy or program have been met. There's a limited consideration given to evaluating whether the correct approach or tools were employed to deliver the desired outcome. We have yet to see the bolder claim about policy failure. This remains a prevalent belief in the magic bullet effect of a sport and physical activity, with much of the attention focused on identifying the benefits of practicing sport, exercising, and being physically active. There is a significant less consideration of the procedural aspects, such as whether the process or interventions are fair or just. The idea of a policy evaluation should fit into policy making through iterative cycles has not been adopted as a common practice across the area of sport physical activity policy work in all nations. As I criticized in one of my writings published in 2018, the results of this evaluation frequently remain outside of the policy-making circle, limiting their impact on future policy development. For us, there is still so much to learn and develop in our work and as well physical activity policy program and the policy evaluation. One way, I think, is through this more effective use of research. Looking at the mainstream field, we see different types of research use. At the one end, research offers conceptual benefits, where at the other, it provides instrumental uses. These uses ranging from simply raising awareness of research findings to enhancing knowledge and understanding, shifting attitudes and ideas, and ultimately leading to direct change of a policy and the practice. I think currently the majority of the work globally is focusing on here at the left-hand side of a spectrum. But we need to ask ourselves more often, so what, then what? Do the evaluation lead to improvements in policy implementation and outcomes? What tangible changes have occurred as a result of conducting this evaluation? I've been given the mission to share some best practice for integrating academic research into the development of sport policies. Ultimately, I think this practice thrives because of the fluid, healthy foundation that allows research to feed back into the policy world. Take UK as an example. It has transitioned from this model where there are two main groups, the decision makers, including policy makers and the practitioners and the researchers, engaging in a linear relationship
In this model, the decision maker asks questions and the research provides a solution. To this more complex system, now you have a policymakers can still ask questions directly to the researchers about problems, and the researchers aim to provide appropriate solutions. But we have this new body, these research funders, consult with the policymakers around key problems, issues, and priorities, translating this into funded research programs, and through knowledge purveyors such as think tank, conferences, journals, media, research fundings can directly feed into policymakers. In the UK, the use of research in policy and practice, especially in mainstream areas such as education, health, seems to be the norm. This relationship between research practice and the policy is crucial for effective policy evaluation, making the progress less inherently political. However, at the local and regional level, accountability becomes a less frequently scrutinized exercise. Sport policy evaluation using research is less common and often less welcomed. In recent years, I have proposed that we should shift our perceptions on policy evaluation. Instead of viewing it solely as a step for impact assessment, we should consider the benefits of a collaborative relationship between research, practice, and policy. Such collaboration can facilitate policy learning rather than merely policy evaluation. This approach has the potential to stimulate evaluation value among relevant parties, and I will return to that point later with an example. So what are the effective approach for integrating academic research into the development and the evaluation of policy? What we can learn from the mainstream field? According to Research Unit for Research Utilization in the UK, there are 5 main approaches we can use to improve the use of research. Dissemination. This involves distributing circulating findings from research to policymakers and practitioners. Interaction and a partnership, having that dialogue, discussions, or even better, forming some partnerships, whether it can be formal or informal, with potential users. Where not all research projects have the capacity or time to invest in building substantial interactions or partnership with the research users, another strategy could involve rely on influential individuals, such as a peer leader. Apologize for the print is rather small, I just noticed that. Including peer leaders and research champions to inform policymakers about research and persuade them of these values. We have facilitations and strategy. These are the approach focused on developing, implementing research-based programs, protocols, and the tools to train staff to enhance their motivations for using research findings. Lastly, the use of incentives or other kinds of reinforcement to secure a better use of research is also recommended. So over the years, as academics, I often ponder the same questions. How can the research and the work that I'm doing can make a difference to policy and the practice? This question has been heavily guided by the UK Research Excellence Framework, which places a very strong emphasis on research impact. I would like to share with you a journey that I've been through recently. Approximately 9 months before the commence of the Birmingham Commonwealth Games in 2022, my university, the University of Birmingham, was approached by a local race advocacy group called the Birmingham Race Impact Group. They inquired about the kind of research work that we are doing, and particularly because they developed their own evaluation report titled Playing the Games Diversity Race Inequality Card, highlighting that the games had failed in almost every aspect of racial equality. Despite its mission that the games was actually sold as a slogan of games for everyone. Their report was shared with the local authorities, including Birmingham City Council, but they had never really received some formal responses. We decided to work together
and bring in the academic rigor to examine the evidence, collect the feedback from local residents regarding their perceptions and the views about the games. What are the games meant to them? Any legacy potential, if there are any? This collaboration was primarily between research and the practice, with the policymakers sitting outside of the conversation as the first phase. What we did extra was to bring this regional policy stakeholder, NGBs, and other sports practitioners to a final project event. If you think about the strategy that we reviewed earlier, that the final event was an opportunity for both dissemination and interaction strategy to be implemented. Our research findings were translated into videos, digestible one page of a policy briefing paper with 2 clear recommendations, which we presented at this final event. We hosted roundtable discussions to raise awareness about the investment coming to Birmingham as a result of the Commonwealth Games, and the perspective of more major sporting events will be hosted in Birmingham. We pose a very crucial question. If we miss the opportunity to support more local residents, regardless of their backgrounds, involving in the games, can we ensure we do better next time? This second recommendation, which is the suggestion that we need to move on from this ethos of hosting major sporting events, can benefit everyone as a blanket action to ensure legacy opportunities are open to people regardless of their background. Some leveling up actions, extra support are needed. This recommendation received interest and buy-in from local authorities, and the Birmingham City Council agreed to be the formal partner of the second phase of our project. Working in partnership with Birmingham City Council, Birmingham Race Impact Group, and Sport Birmingham, we formed the complete triangle of collaboration, kick off the second phase of the project last year. This phase is to investigate how local residents can be better supported and how their engagement with major events can be enhanced. A key principle underlying this second phase of this project is the co-production of knowledge, reflecting on my early point about viewing policy evaluation as a policy learning. Rather than merely holding politicians to account, we continually consulted and asked policymakers for feedback throughout the process. We inquire about what they know, what they would like to know from our project, what potentially aspect they can embrace and support if we bring the evidence to their table. Specifically regarding the strategy of facilitations, we developed a major sporting event engagement toolkit, which was launched last month for feedback from the key stakeholder. With a strong support from local authority, its feasibility will be further tested at the European Athletic Championship, which is going to be hosted in 2026. Local policymakers have promised to implement the toolkit fully, ensure that the games-related contractor engage with it when the 2028 European Football Championship takes place in Birmingham in the next few years. So reflecting on the use of a research spectrum, what we are doing here right now is moving towards to the right hand of the spectrum, trying to influence policy. So in conclusion, if we compare the strategies and approach used in our project against those recommendations by scholars from the social care field in the UK, we can see some key parallels. We involved end users in the development and the conduction of our research projects, ensure the relevance of our work to address prominent policy issues. We enhanced the frequency of circulation of research findings with key stakeholders. We produced user-friendly accounts of research and interactive activities to improve their abilities to integrate study findings, making our research accessible and practical. In addition to the journal articles, we also produced a research-based toolkit to improve the tangible resources for practitioners.
We are in the process of setting up a pilot project to test the feasibility of this toolkit, enhancing discussion around the mandatory points. Where we are yet to fully foster the culture of using research in the field of sport physical activity, this requires a collective effort from all academics to enhance this. So this is a call for all the academics and research partner practitioners to join this movement. Thank you. Thank you very much, Yushu, for this very deep analysis and this interesting information. We will go on and I will switch to French because on va parler maintenant avec François Le Yonde, qui est donc, je le rappelle, chercheur et maître de conférence en sociologie du sport à l'université Rennes 2. C'est à François, merci. Merci. Alors bonjour à toutes et tous. Je vais consacrer 30 secondes à ma présentation pour remercier les personnes qui m'ont permis d'être là. Je pense en particulier à Juliette, Anne et Daniela, mais je pense qu'il y a toute une équipe derrière que je remercie aussi et donc je n'ai pas les noms. Je remercie, mais je ne vais pas m'attarder. Rai, je ne m'attarderai pas parce que vous risquez de me voir me transformer en gamin de 10 ans, fan du PSG et particulièrement du joueur. Donc je passe ça. Je ne remercie pas Rai officiellement. Alors j'ai bien sûr en tant que chercheur un intérêt pour Gold et Letra et notamment toute l'approche holistique, c'est-à-dire pas simplement centrée sur le sport mais sur la famille, sur l'école, sur le quartier, etc. Ça m'intéresse beaucoup, c'est pas toujours le cas et ça me permet d'ailleurs de faire la transition avec ma présentation. Alors j'aurai deux casquettes. D'abord celle du chercheur et du directeur de laboratoire qui est effectivement spécialisé sur l'analyse des dispositifs qu'en France on appelle des dispositifs socio-sportifs, c'est-à-dire qui utilisent le sport à l'adresse de publics en situation de vulnérabilité. Alors, à titre personnel, moi j'ai travaillé sur l'usage du sport auprès des chômeurs de longue durée. Je travaille aujourd'hui sur l'usage du sport auprès des mineurs qui sont placés sous main de justice. Je travaille aussi sur l'accueil des migrants par le sport. Et donc je me déplace comme ça de dispositif en dispositif, puis de public en public, pour essayer de comprendre ce qu'il y a de permanent, à la fois dans la dimension politique, c'est-à-dire à quel traitement politique le sport sert finalement. Mais j'essaie aussi de comprendre, et c'est peut-être sur cet aspect-là que je vais insister aujourd'hui, les effets des participations à ces dispositifs sur les trajectoires biographiques, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan de la santé, sur le plan familial, etc. L'autre casquette, c'est celle toujours de chercheur, hein, mais je réalise depuis 1 an et demi avec le ministère des Sports un travail sur les pratiques d'évaluation en sociosport. Donc les présentations précédentes m'ont beaucoup intéressé. On essaie d'identifier quelles sont les pratiques d'évaluation, quels sont les objectifs des différentes évaluations et comment ces objectifs sont associés à des variables méthodologiques, c'est-à-dire qui fait quoi, pourquoi on le fait et comment on le fait sur le plan méthodologique. On essaie de dresser une espèce de panorama de tout ce qui se fait en France avant éventuellement de le faire à l'étranger. Alors, sur la première partie, je vais comme ça vous donner, alors c'est pas du tout un modèle hein, d'évaluation ou d'analyse sociologique des effets, ce sont des préférences qu'on partage au sein du laboratoire VIPS à Rennes, à l'université de Rennes 2, des préférences méthodologiques et je dirais, c'est un gros mot, mais épistémologiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on conçoit la science et comment est-ce qu'on la conçoit au moment d'évaluer les effets des dispositifs socio-sportifs sur les individus. Le premier est tout simple, c'est une préférence pour les données dites qualitatives. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire du quantitatif, ça peut être intéressant. Nous, on a cette préférence pour, là aussi, une raison très simple, c'est que, et on en a assez peu parlé aujourd'hui, finalement, quand on choisit le sport, on choisit aussi spécifiquement d'intervenir sur le corps. C'est-à-dire que quand on pourrait très bien imaginer travailler sur la lecture, mais quand on choisit le sport, c'est aussi qu'on souhaite mettre le corps en mouvement. Et il y a sans doute une théorie du changement implicite, qui est rarement conscientisée, qui consiste à penser que la mise en mouvement du corps, dans certaines conditions, va produire des effets sur les dispositions de l'individu, sur sa trajectoire, etc. Or, cette mise en mouvement du corps, dans des mêmes conditions, n'aura pas les mêmes effets sur deux individus qui ont forcément des histoires différentes.
Je vous donne comme ça un exemple très rapide et je donnerai des exemples systématiquement. Dans le master que je coordonne à Rennes, qui est un master qui s'appelle le master DISC, développement, intégration, sport et culture, les étudiants développent des projets. Il y a un des projets qui s'appelle le projet Aquarius, qui consiste à utiliser les activités d'abord de natation en piscine, puis les activités nautiques auprès de jeunes mineurs non accompagnés, donc des migrants mineurs qui ont traversé la Méditerranée dans des conditions très difficiles. L'enjeu, c'est donc d'utiliser la natation puis les activités nautiques d'une manière très progressive pour essayer de restaurer un rapport à l'eau à la fois plus positif, mais au-delà du rapport à l'eau, d'essayer de restaurer un rapport à soi, à l'avenir, au territoire, plus positif là aussi. Bon, on se rend compte, quand on évalue le projet avec les étudiants, par la sociologie, on voit bien que les histoires que chaque mineur engagé dans ce dispositif a, notamment du point de vue du rapport à l'eau, à la fois dans le sport, mais aussi dans les pratiques d'hygiène, dans les pays desquels ils viennent, etc., eh bien, le fait de pratiquer des séances en natation n'a pas le même effet sur tous les jeunes, précisément parce qu'ils n'ont pas le même rapport subjectif à l'eau, parce qu'ils n'ont pas la même histoire. Et donc, l'accent qu'on met sur les dimensions qualitatives se concrétise par l'usage de récits de vie. C'est-à-dire qu'on essaie d'abord de comprendre quelle est l'histoire biographique, d'où viennent-ils, de quel milieu familial, de quel pays, de quelle culture, de quel parcours scolaire. Et donc on essaie comme ça d'avoir une approche biographique qui nous permet de comprendre comment l'intervention par le sport va agir dans cette dynamique biographique. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième principe, c'est ce que j'appelle un principe, une méthodologie dite transversale. Ça permet de répondre à une difficulté qu'on rencontre tous dès qu'on cherche à capter des effets du sport sur les trajectoires des individus. Il peut y avoir des effets qu'on observe, on peut, disons, observer des corrélations, mais on n'est jamais certain, en réalité, que c'est la participation aux pratiques sportives qui a produit cet effet. Donc, dans ce cas-là, on s'en tient à des corrélations, et on peut, disons, multiplier les corrélations et faire comme ça du quantitatif et avoir beaucoup de données pour montrer que, éventuellement, sur un dispositif d'insertion professionnelle par le sport, on dénombre tant de personnes professionnellement insérées qui ont participé à ce dispositif. Mais en fait, on n'est pas certain que c'est ce dispositif qui a provoqué ça. D'autant plus qu'en réalité, le sport, bien souvent, n'a qu'une place, je le dis sans provocation ici, secondaire dans les situations biographiques des gens auxquels on s'intéresse. Encore une fois, moi qui travaille sur les migrants, sur les chômeurs de longue durée, sur des femmes ayant subi des violences sexistes et sexuelles, etc., ou des jeunes sous main de justice, bon, dans ces situations-là, le sport est très secondaire. Je vous raconte comme ça une petite anecdote de terrain. Quand les premiers entretiens que j'ai faits avec des demandeurs d'asile, l'un des premiers entretiens était avec une femme qui s'était exilée de son pays, la Guinée, où elle subissait des violences. C'était une femme stérile qui était mariée à un homme polygame. Et comme elle était stérile, elle était très maltraitée, etc. Donc dans des situations très douloureuses, assez dramatiques. Elle avait en charge l'éducation d'enfants d'autres femmes, avec qui elle avait forcément des rapports très affectifs. Et puis un soir de violence, elle a quitté et sa maison, puis son pays, et elle s'est retrouvée en France. Bon, tout ce récit dure 1h30, 2 heures. Au moment où je dois aborder la question du sport, je me sens un peu ridicule, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans ce parcours de vie, la place du sport est toute relative. Et nous qui sommes chercheurs sur le sport, porteurs de programmes socio-sportifs, on est centré sur le sport et on en fait quelque chose de central. Et ça, c'est un risque. C'est-à-dire que entre la centralité que nous accordons au sport et la place subjective qu'il a réellement dans la vie des gens, il y a parfois un gros écart auquel il faut faire très attention. Donc, ça nous incite, nous, à avoir une approche transversale qui consiste à considérer, comme le fait Gold et Letra, à la fois la situation familiale, la situation de santé, la situation sentimentale, la situation institutionnelle, et éventuellement essayer de replacer le sport dans cet ensemble complexe et épais. Troisième principe, l'inductif. Alors j'écoutais très attentivement tout à l'heure, j'étais très, très intéressé, et je reprends l'idée de théorie du changement que je trouve intéressante, que je connais,
la difficulté, et encore une fois, c'est un principe que je propose, mais qui n'est pas exclusif. Vraiment, je valide la démarche. Nous, on a une autre manière de faire, parce qu'on est attentif à ce qui se produit, mais qui n'était pas attendu. Si vous, par exemple, vous évaluez un projet socio-sportif qui, par exemple, vise l'insertion professionnelle, ou le raccrochage scolaire pour des jeunes décrochés scolairement, vous allez, dans ce cas-là, évaluer à certains moments, à plusieurs moments, dans l'idéal, la situation professionnelle ou la situation scolaire pour voir comment elle évolue au contact du programme. Or, il se trouve qu'il est possible, par exemple, et ça c'est quelque chose que j'ai très souvent expérimenté, que la personne ne retrouve pas d'emploi, tout en ayant participé à ce dispositif. Dans ce cas-là, on dit, bon là, ça n'a pas fonctionné pour cette personne. Or, en participant aux activités sportives, elle a aussi rencontré des gens, elle a aussi connu des moments, elle va garder par exemple le contact avec les personnes et les autres participants, ça développe une espèce de sociabilité qui va créer d'autres contacts, etc. Et donc ça va avoir des effets qu'on n'avait pas anticipés, mais qu'on ne peut capter que quand on adopte cette posture dite inductive, c'est à l'inverse d'une posture déductive. C'est-à-dire on n'évalue pas des objectifs escomptés, mais on se tient ouvert à la captation d'effets qui n'étaient pas anticipés au préalable. C'est ce qu'on appelle la posture inductive et c'est celle qu'on privilégie, nous, au laboratoire VIPS. Et puis, il y a un dernier principe qui nous est cher, qui est le caractère longitudinal et qui est très difficile à mettre en place. Et pour tout dire, on ne le met en œuvre que quand on peut, c'est-à-dire assez rarement. L'idée de la démarche longitudinale, c'est d'observer des effets, pas simplement à un moment, mais à plusieurs moments. Et donc de, par exemple, faire des entretiens et essayer de comprendre les situations de vie avant la participation à un dispositif, pendant, juste après, 3 mois après, 1 an après, 5 ans après, 10 ans après. Là, dans ces conditions, vous pouvez capter des choses que vous ne pouvez pas capter si la démarche d'évaluation dure 6 mois. La difficulté, vous avez bien compris, c'est que ça suppose d'être patient, et de se donner les moyens, financiers notamment, d'engager une démarche longitudinale. Je vous donne comme ça quelques exemples. On vient de terminer, on est en train de remettre un rapport à la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, qui accompagne les jeunes placés sous main de justice. On appelle parfois un peu rapidement les délinquants. Et qui utilise beaucoup le sport. Nous, on s'est attaché à essayer de comprendre les effets d'un dispositif qui est un événement national qui s'appelle le Challenge Michelet, qui a lieu tous les ans, qui réunit 300 jeunes placés sous main de justice. Et c'est un événement qui dure 1 semaine, mais qui est préparé pendant 1 an. Je vais vous parler de Karim, qui est un jeune garçon qui a 16 ans, qui est à la fois, disons, très sociable, très curieux, très engagé dans des sociabilités comme ça, dans l'échange, et qui a quand même eu un problème qui est un problème de santé mentale. C'est-à-dire que quand on l'observe attentivement, on l'observe de temps en temps parler seul, sans prise avec la réalité, sans cohérence. Bon, tout le monde le voit, mais personne n'en parle, parce que c'est un petit peu tabou, que ce tabou est protégé par les leaders du groupe, qui sont très amis avec lui, etc. Moi, je l'observe, je constate ce programme, et cette difficulté, et j'observe que cette difficulté, elle advient précisément dans des situations d'excitation, d'émulation collective, quand le groupe est réuni, quand il y a beaucoup d'émotions, etc. Or, il se trouve que Karim est choisi pour une épreuve, qui est celle du 800 mètres. Il faut imaginer donc qu'il est au départ du 800 mètres, devant une tribune pleine de 300 à 400 jeunes qui haranguent chacun son candidat, etc. Et donc, la situation d'excitation est totale, intense. Il se trouve qu'il est accompagné par un éducateur qui est spécialiste du 800 mètres. Alors, je ne sais pas s'il y a des spécialistes, mais pour ceux qui ne le sont pas, c'est une épreuve traître. Vous avez l'impression de n'avoir à faire que 2 tours, ce qui est peu, et donc vous partez très vite, et au bout d'un tour, vous n'avez plus d'énergie, et vous finissez en marchant ou en courant très doucement. C'est ce qui se passe pour la plupart des jeunes au moment du départ, qui partent très vite. Karim, lui, parle très doucement, contrairement à ce à quoi je m'attendais, parce qu'on est dans une situation d'excitation collective. Il part très doucement parce qu'il a été préparé par son éducateur. Et puis, donc, il est dernier, au bout d'un tour, très éloigné. Les supporters et tous ses amis dans la délégation dans laquelle il fait partie sont déjà déçus. Et puis, il fait ensuite son effort à la fin du premier tour. Il finit 2e à 1 mètre du premier, etc. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ?
En fait, dans l'observation très ethnographique, hein, je passe plusieurs mois avec eux, à vivre avec eux, à dormir avec eux, à faire du sport avec eux pour identifier ces problèmes. Et je comprends que ce problème va le bloquer, et le bloque déjà, à l'école, dans sa famille, dans son quartier, parce que les maladies mentales dans son quartier, ça pose problème. C'est à la fois un tabou, mais c'est aussi un facteur d'exclusion très fort. Et donc, c'est quelque chose qui va faire obstacle, et qui fait déjà obstacle, mais qui va faire obstacle pendant toute sa vie. Donc, là, on trouve une situation sportive concrète, précisément articulée à ce problème. C'est-à-dire on le met dans une situation qui met à l'épreuve cette difficulté de santé mentale. Et on voit que ça marche. C'est-à-dire que sur le moment, il maîtrise ses émotions, il garde prise avec la réalité, et il fait beaucoup mieux que les autres. Seulement, ça dure une fois. Et donc, si l'évaluation, on l'a fait sur le moment, on se dit, voilà une activité sportive et un dispositif qui a un effet incroyable, notamment sur une difficulté précise qui est celle de la santé mentale et en fait de la psychose. Bon, si on le suit un petit peu plus longtemps, ce qu'on a fait, on voit bien que non seulement le problème revient, mais qu'il va effectivement poser problème à l'école, dans son quartier, et causer une espèce d'exclusion totale. Si je dis ça, c'est que bon, on voit bien l'intérêt de la dimension longitudinale, mais on voit bien aussi tout l'intérêt de faire de l'évaluation pour comprendre la nécessité d'articuler des conditions de pratique très précises à des problèmes très précis. Au-delà de la vaste catégorie du socio-sport, de l'inclusion sociale par le sport, de l'insertion sociale par le sport, l'intérêt d'évaluer, c'est de comprendre les conditions qui produisent ces effets et de comprendre effectivement les mécanismes qui sont déclenchés par certaines conditions de pratique. Pour beaucoup de jeunes de son âge, faire du 800 mètres n'aura aucun effet. Pour lui, en faire une fois aura un effet très court, mais pas du tout dans la longueur de son histoire. Par contre, le placer dans cette situation d'une manière régulière, fréquente, au point que cette situation sportive devienne un contexte de socialisation, c'est-à-dire susceptible de transformer profondément ses dispositions, alors là, on a potentiellement un effet, non seulement sur cette difficulté de santé mentale, mais sur son parcours biographique à venir. Combien de temps est-ce qu'il me reste, s'il vous plaît? Combien de temps voulez-vous? 1 ou 2 heures, ce serait parfait. Allez, on a encore un petit peu, on a encore 5 minutes. Parfait. Alors, je change de casquette. On fait donc un travail avec le ministère des Sports qui consiste à essayer de comprendre qui fait quoi en termes d'évaluation, pourquoi on le fait et comment on le fait. On s'est attaché à identifier 3 éléments des démarches d'évaluation. D'abord, à quoi ça sert. Ensuite, comment on la met en œuvre du point de vue de la méthode. Et puis, dans quelles conditions temporelles, financières et quelles sont les compétences qui sont mobilisées. À la première question de savoir à quoi ça sert, on a identifié 5 réponses différentes qui, dans des termes un peu différents, ont été évoquées par mes 2 collègues à la table. La première, c'est ce qu'on a appelé, d'une manière un peu simplement pour faire scientifique, mais vous allez voir, c'est très simple, la fonction dite épistémique. C'est l'évaluation pour produire du savoir. Nous, par exemple, quand on fait de l'évaluation auprès de Karim, que je viens d'évoquer, non seulement on essaie de comprendre les mécanismes qui sont déclenchés par certaines conditions de pratique, mais en fait, on produit aussi un savoir qui est sans rapport avec le sport. On essaie d'interroger les processus de socialisation qu'on va pouvoir observer dans le sport, mais qu'on va pouvoir observer ailleurs. Donc c'est une première fonction qui consiste à construire de la connaissance scientifique. La deuxième fonction, c'est la fonction conceptuelle. C'est celle que utilisent beaucoup d'associations. On fait de l'évaluation pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et pour ajuster la conception d'un dispositif. Par exemple, Gold et Letra pourrait faire une évaluation pour voir quels sont les éléments de leur programme qui produisent quels effets, et les renforcer, ou les affiner, ou les ajuster, voir les éléments qui ne sont pas convaincants, et puis les modifier. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser l'évaluation pour concevoir, reconcevoir, affiner, ajuster un programme. Troisième fonction, la fonction dite diagnostic. C'est l'évaluation qu'on fait généralement avant, pour essayer de comprendre les besoins d'un public, les ressources sur un territoire,
et ensuite concevoir une action. Quatrième fonction, la fonction gestionnaire, qui est très fréquemment utilisée, qui consiste à finalement faire de l'évaluation pour piloter un programme, pour gérer une équipe, pour gérer un réseau de partenaires, etc. Donc ça, c'est dans les réponses qu'on a. On a fait 23 entretiens, donc c'est le tout début d'une enquête, hein, mais tout ça va prendre de l'ampleur. C'est la réponse la plus fréquente qu'on a, en fait. C'est-à-dire que les associations ou les ONG utilisent l'évaluation principalement pour piloter, gérer dans le cours du développement d'un programme ou d'une action. Et puis la dernière, elle a été évoquée en d'autres termes aussi, c'est la fonction que nous on a appelée communicationnelle. Exemple, on fait de l'évaluation pour dire qu'on a fait de l'évaluation. On fait de l'évaluation pour obtenir des financements ou reconduire un financement. On fait de l'évaluation pour dire qu'on est les meilleurs. On fait de l'évaluation pour dire qu'on a des chiffres et donc qu'il y a des effets objectifs, etc. Et pour convaincre, pour développer des plaidoyers. La difficulté, c'est que quand on est sur la fonction communicationnelle pour dire à un bailleur bah, « regardez ce qu'on fait, ça marche, donnez-nous encore de l'argent », il se trouve que les attentes, les indicateurs par exemple qui sont suggérés par le bailleur sont rarement ceux qui sont utiles pour la fonction conceptuelle, c'est-à-dire celles qui permettent d'ajuster le programme. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que avec ces réponses-là et ce langage qu'on propose, on suggère aux bailleurs, aux ONG, aux associations, aux évaluateurs, que ce soit des cabinets, que ce soit des laboratoires universitaires, etc., de se mettre un peu autour de la table et de se dire en fait, à quoi sert notre évaluation? On se met d'accord et ensuite on identifie des indicateurs, des méthodes qui vont avec les fonctions sur lesquelles on se met d'accord. Alors, on a fait un petit travail pour aller plus loin, qui consiste à dire, bon, voilà quelles sont les fonctions. Il y en a 5. Elles sont parfois convergentes et parfois elles le sont moins. Ensuite, sur la méthode. Il y a plusieurs, alors je ne vais pas toutes les décliner, mais si je prends sur la construction de la méthode, on voit des évaluations qui sont faites sur la base de méthodes qui sont très standardisées et même brevetées. Voilà, il y a des manières d'évaluer qui sont un peu systématiques et d'autres qui sont très innovantes. Je vous donne un exemple. Dans le cadre d'une thèse que je dirige en partenariat avec Play International et qui a lieu au Burundi, au Sénégal et au Kosovo, sur de l'éducation par le sport auprès des enfants, on a inventé une petite bande dessinée qui met en évidence des situations sportives de domination masculine et d'une manière longitudinale, on les soumet aux enfants pour voir si au fil du programme, ils identifient ces situations d'injustice ou d'inégalité de genre et voir si le programme a des effets sur la perception des inégalités de genre ou pas. Ça, c'est au contraire d'une méthode standardisée, ce qu'on appelle une méthode innovante parce qu'elle est très articulée au programme, à la situation. Bon, voilà, je pourrais décliner comme ça, et je fais juste un petit teasing parce que j'ai plus de temps, mais voilà ce que ça nous donne. Pour vous, là, c'est illisible, donc je vous donne comme ça deux, trois clés de lecture. On a fait ce qu'on appelle une analyse de correspondance multiple. C'est un travail statistique qui permet de répondre à une question qui est la suivante. Quelles sont les fonctions qui vont avec quelle méthode le plus souvent? Et là, par exemple, on observe, alors on a retenu 3 variables, qui sont les praticiens, soit des associations, soit des laboratoires, soit des consultants. Quelle est la construction de la méthode? Est-ce qu'elle est standardisée? Est-ce qu'elle est innovante? Ou est-ce qu'elle est intermédiaire, adaptée? Et puis, quelle est ce qu'on appelle l'épistémologie? Est-ce qu'on recherche simplement une corrélation, sans comprendre, par exemple, il y a de l'insertion professionnelle, mais on ne sait pas ce qui, dans le sport, a permis l'insertion professionnelle. Il y a de la corrélation statistique, c'est tout. Ou alors, on est sur de la causalité, on essaie de comprendre quelle est la cause. Ou alors, plus exigeant, et nous, c'est notre préférence, on est sur ce qu'on appelle de la complexité. On essaie de voir comment la participation aux pratiques sportives a eu des effets articulés avec la situation familiale, de santé, corporelle, la situation de sociabilité amicale, etc. Et donc on essaie de rendre compte de l'interaction de l'ensemble de ces facteurs, donc ça c'est de la recherche plutôt de complexité. Eh bien, on dégage comme ça 3 modèles. On constate par exemple que statistiquement, lorsqu'on a des laboratoires universitaires, ils sont plutôt sur cette recherche de complexité et sur des méthodes innovantes. Lorsqu'on est chez des consultants,
c'est pas systématique et on n'a que 23 réponses. Mais je serais intéressé de vous interroger, de vous inclure au travail. Lorsqu'on a des consultants, on est plutôt sur de la recherche de corrélation, ce qui n'était pas votre cas, et des méthodes intermédiaires, c'est-à-dire des méthodes standardisées qu'on va adapter à la situation. Lorsqu'on est sur des associations qui font elles-mêmes, elles sont plutôt sur de la recherche de causalité avec des méthodes très standardisées. Voilà. Et on a posé cette question, qu'est-ce qui va avec quoi, sur plein de variables comme ça. Donc j'ai des dizaines de petits graphes à vous présenter que je ne vous présenterai pas, rassurez-vous. Mais donc voilà, on pourrait répondre à la question de savoir, par exemple, quelles sont les disciplines qui sont mobilisées par les cabinets, par les laboratoires, par les associations, en lien avec quelle épistémologie, causalité, complexité ou corrélation, et quelle fonction principale. Voilà, on a des réponses qui se dégagent, et là on voit bien que la sociologie est au centre, ce qui est un peu paradoxal, et je terminerai là-dessus. La sociologie est très souvent présentée comme la référence principale, l'ancrage disciplinaire principal, alors même que souvent, les objectifs sont d'ordre plutôt psycho ou psychosociologique. L'estime de soi, la confiance, les compétences psychosociales, etc. Et ça, c'est intéressant parce que, bon, à la fois, en fait, on mobilise les sociologues principalement, ou la sociologie, parce qu'on parle de sociosport, de sport for development, et qu'on répond à des enjeux qui sont sociaux, la migration, la violence, les inégalités de genre, la délinquance, etc. Et en même temps, derrière ces objectifs qui sont sociaux et qui renvoient à des enjeux politiques, on met des objectifs qui sont psychologiques à l'échelle de l'individu. Ça, c'est un résultat statistique, mais qui est très intéressant. Qui dit quoi? Qui dit qu'en fait, le sport est principalement utilisé, du point de vue politique, pour traiter des enjeux qui sont politiques, mais par le levier individuel. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe depuis ce matin ici. Là encore, sans aucune provocation, mais c'est une espèce d'évidence qui est en train de s'installer. On parle par exemple d'obésité, de maladies cardiovasculaires, en disant qu'il faut absolument que les enfants pratiquent du sport, en disant par exemple que la chaise tue plus que la cigarette, ce qui est faux, ce qui est évidemment faux. Ça n'est vrai que si on ne tient pas compte des connaissances scientifiques qui montrent que les maladies cardiovasculaires ou l'obésité sont beaucoup plus présentes dans les milieux populaires et qu'en fait le facteur principal c'est la pauvreté. Et donc avant de demander aux petits-enfants, aux mamans de 50 ans qui ont 5 enfants qui habitent au 7e étage de faire du sport, on pourrait peut-être travailler sur les facteurs structurels qui provoquent les situations de pauvreté et qui ensuite provoquent des situations de santé problématiques. Et ça, l'évaluation en sociologie permet de mettre ça en évidence. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus. Merci pour votre attention. Merci beaucoup François pour cette présentation tout à fait complémentaire de ce qu'on avait entendu auparavant, avec là encore beaucoup de profondeur dans le propos. Vous le savez, c'est l'heure des questions, donc on a on va dire qu'on a une dizaine de minutes avant de passer au mot de la fin et de conclure cette belle journée. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas, il y a des micros qui sont là pour ça, donc si vous avez des questions à poser, on va donner la parole à ce jeune homme venu du Brésil. Rai, on t'écoute. C'est une question pour Philippe. Philippe qui a parlé vite fait du programme, des financements, des résultats, de ça. Vous avez déjà commencé des projets pilotes, si j'imagine. J'aimerais savoir si vous avez déjà quelques résultats. Et comme ça, vous pouvez aussi résumer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne connaissent pas le programme. Merci Rai, et encore une fois, je suis un peu intimidé par ce que je viens d'entendre. Donc là, c'est brutalement politique et pas du tout scientifique, mais j'apprends beaucoup de la complexité des évaluations, ça je comprends de plus en plus. Surtout qu'on a plusieurs experts dans la salle, ça devient encore plus compliqué, donc notre rôle est de faire plus simple. Je vais mentionner quelques projets, je pense que c'est le mieux pour illustrer un peu comment la mesure d'impact, qui n'est pas du tout la même chose que l'évaluation, mais la mesure d'impact est en train de peut-être changer la donne. Un exemple dans lequel on n'est pas impliqué, peut-être ça l'avantage qu'on est plus neutre, mais qui sert d'exemple pour d'autres projets que nous menons,
C'est un projet en Angleterre, à Manchester. C'est le Life Chances, le projet qui s'appelle Life Chances, où on a une situation avec quatre parties prenantes qui est ce qu'on veut voir se reproduire. D'abord, on a des jeunes qui sont en situation très difficile, ni éducation, ni emploi, souvent drogue, criminalité. Donc ceux où le secteur public a un grand mal à aider, traditionnellement, où on dépense beaucoup d'argent public avec très peu de résultats. On a une organisation qui enseigne à ces jeunes la boxe et une personne peut-être presque mythique, l'entraîneur de ce centre de boxe qui fait ça par motivation sociale. On a un investisseur social qui dit « Je pense que cette organisation de boxe peut au moins aider une grande partie de ces jeunes à ou avoir un cursus dans l'éducation, ou à trouver un travail, ou au moins arrêter la drogue ou la criminalité, et là on revient vers les données psychologiques, une estime en soi, confiance en soi, etc. Je suis convaincu, parce que je connais cette club de boxe, convaincu que ça peut marcher. Et on a un gouvernement qui dit « Ok, mais nous on n'a pas d'argent. Par contre, on a de l'argent si vous démontrez que les résultats que nous nous ont fixés peuvent être atteints, on va rembourser cet investisseur. » Et donc on a dans cette situation à la fin 4 parties qui gagnent. Il n'y a personne qui perd. On a les jeunes qui ont à 30 à 40% en amélioration significative de leur vie sur ces paramètres préétablis au début du projet. On a un club de boxe qui croît parce qu'il a de plus en plus de demandes de la part de municipalités, d'autres villes, etc. On a un investisseur social qui fait un chiffre de 10% de retour sur investissement, et on a un gouvernement qui fait une économie de 5 fois ce montant de l'investissement initial. Et donc, ça ne change pas seulement la manière de concevoir la mesure d'impact, qui est en amont du projet, et pas en tant qu'intervention, pour toutes les bonnes raisons qui ont été expliquées. Mais cette mesure d'impact intervient en amont parce qu'elle va conduire toute la manière dans laquelle le projet est conçu. Mais on a aussi un transfert de risque du gouvernement vers l'investisseur. Parce que le gouvernement ne va rembourser que l'investisseur une fois que les résultats ont été certifiés par un évaluateur externe. Et donc ça change vraiment beaucoup la donne de comment concevoir le sport pour le développement, parce qu'on n'a plus cette attitude de charité, on va donner des dons à quelqu'un qui très souvent ne sont pas du tout durables, parce que la partie gouvernementale qui investit de cette manière-là change, et dès que les personnes changent, les affinités qui conduisent à ces gouvernements à dire « oui, je veux bien donner mon argent à une association », elles changent dès que on a un changement de gouvernement ou de personnes dirigeantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour répliquer ça, pour avoir plus de renseignements, parce que là, c'est des domaines d'impact spécifiques, c'est un contexte local très spécifique, c'est un contexte politique très spécifique. Et il y a aussi beaucoup de problèmes dans ces constructions, parce que c'est une nouvelle manière de faire, et donc il y a beaucoup de transactions qui sont très coûteuses pour toutes les intervenants et pour l'intermédiaire qui a mis toutes ces parties ensemble. Il faut qu'on essaie de plus en plus de démontrer cette même chose dans d'autres contextes locaux, dans d'autres domaines d'impact. Et là, actuellement, on travaille avec la Banque latino-américaine de développement, avec le Comité international olympique, avec l'Université métropolitaine de Santiago et avec le ministère du Sport au Chili, dans un projet qui essaie de répliquer ça dans le domaine de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et donc, encore une fois, c'est un projet pilote. On se fixe en amont avec l'investisseur qui est le gouvernement et la Banque latino-américaine. Quels seraient les résultats qui vous amèneraient à prendre un prêt de la banque, vous, gouvernement? Qu'est-ce qui vous amènerait à faire ça? Et donc, on change un peu la finalité de cette évaluation pour vraiment amener, primo, des résultats ou des connaissances que nous n'avons pas dans le domaine de l'inclusion des personnes en situation de handicap, comme celui de l'égalité de genre. Contrairement à ce qui vient de dire, c'est beaucoup l'environnement des bénéficiaires qui compte. Donc, ce n'est pas
que l'aspect psychosocial individuel qui visait. Là, on va directement devoir attaquer l'environnement des personnes concernées parce que c'est cet environnement qui détermine leur bien-être. Et donc, c'est très compliqué. On a très peu de données par rapport à l'impact du sport dans ces deux domaines en particulier qui sont extrêmement importants pour l'UNESCO et pour les gouvernements autour du monde. Et donc, en amont, on s'assoit avec ceux qui ont le pouvoir de porter ce projet à l'échelle qu'on souhaiterait voir. Et on ne va pas les écarter et leur démontrer, ou essayer de démontrer après un projet pilote, regardez comment ça a bien fonctionné. Il faut qu'ils soient dans la construction de la mesure d'impact dès le début et qu'ils s'engagent à dire, pour moi que je puisse prendre un prêt de la banque, il faut que mon ministère XY, mon université XY puisse me certifier qu'on ait ces économies de coûts, ces impacts sur les personnes bénéficiaires, ces impacts sur le monde, et parce que ça se passe beaucoup dans le milieu de l'éducation, sur les professeurs, sur les personnes accompagnantes. Donc ils nous fixent ils nous réduisent, si on veut, ils réduisent la complexité de cette évaluation qui peut être très très complexe sur les points qui sont sensibles en matière de la prise de décision. Et donc, on travaille maintenant plusieurs types de contextes, de domaines d'impact, et encore une fois, on a besoin de vous tous nous faire remonter ces données-là, parce que je l'ai dit tout à l'heure, les impacts que nous voulons promouvoir auprès des décideurs sont toujours locaux, mais en même temps, il faut qu'il y ait une institution publique qui assure que les données, parce qu'on a beaucoup de données qui vont venir, qui sont extrêmement pertinentes pour d'autres pays, d'autres investisseurs, restent autant que possible dans le domaine public. Parce que ce qui se passe aussi, beaucoup d'entreprises émergent maintenant, qui gagnent beaucoup d'argent à proposer des solutions en tant que fournisseurs de services. Et on a un problème vraiment de la partage de connaissances, surtout entre les pays plus développés, Angleterre, les États-Unis, pays européens, toujours les mêmes, qui avancent dans ce sens, pendant que les pays en voie de développement, pour lesquels ces solutions peuvent être extrêmement pertinentes, sans laisser en arrière. Donc il y a aussi cet agenda du transfert de savoir entre différents pays que nous essayons d'avancer. Merci beaucoup Philippe. On a tous le temps de prendre une toute dernière question. Vous savez, quand même un petit planning à tenir. Est-ce qu'il y a une dernière question? Profitez-en. Voilà, je crois que le micro est prêt, donc allez-y. On ne vous entend pas. Allez, sinon je vous passe mon micro. 1, 2. Voilà. Merci beaucoup. Donc j'ai participé à toute la journée. Merci à tous les intervenants. C'était vraiment très très concret. De mon côté, je me dis à chaque fois, ce qui pose problème dans chacune de vos étapes, c'est l'investissement, c'est les fonds. Vous êtes toujours obligé d'aller chercher de l'argent, et de l'argent en général à l'État. Et que ce soit pour Gold Letra, que ce soit dans les recherches avec des immigrants qui... le nœud de la guerre, c'est cette autonomie qu'ils n'ont pas. Et moi, en tant que fondatrice d'une start-up, je veux pouvoir redonner cette autonomie. Et j'aimerais qu'on puisse passer à l'action ensemble, à mon échelle, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut leur redonner? Parce qu'il n'y a rien de mieux dans la vie quand vous êtes autonome financier. Et que vous n'attendez pas, que vous n'êtes pas mendiant en train d'attendre quelque chose, mais de dire, OK, j'ai mis de l'argent, cet argent, il travaille pour moi, et je peux passer à l'étape suivante. Donc si on peut échanger sur quelque chose de concret avec Citizen, je serais ravie. Merci. Je ne sais pas si on a bien entendu à qui s'adressait la question. Oui. Alors, on a Daniela qui veut peut-être intervenir. Vou colocar em português. Primeiro eu queria agradecer esse painel que foi muito rico. Deixa eu esperar o François colocar. Ok. Quer uma ajuda? Queria agradecer a contribuição de vocês. Acho que foi um painel muito rico, com diferentes perspectivas, desde um olhar global da Unesco até regional, França e UK, com uma parte bem bacana metodológica. Me chamou a atenção a sua última fala, François, sobre essa parte provocativa que você trouxe,
sobre a questão do sedentarismo e da obesidade, né? Dizendo que, na sua opinião, no seu olhar, né, esporte não vai resolver esse problema. Mas como uma questão complexa, como que você enxerga que o esporte e a atividade física pode combater ou não essa questão do sedentarismo e da atividade física? Eu não sei se eu entendi corretamente o seu ponto. A gente entende que talvez a causa não seja só a falta de atividade física e esporte, né? A economia tem muito, a questão econômica muito provavelmente é a causa disso, mas será que a atividade física e o esporte não pode contribuir com o combate, né, da redução do sedentarismo e da obesidade? Eu pergunto isso porque a gente tem um desafio muito grande, eu acho que não só no Brasil, mas globalmente, de colocar atenção na questão do esporte e da atividade física. E esse argumento de obesidade e sedentarismo, conectado à questão da saúde, ele parece ser muito forte. Então, quando você traz essa provocação, me chama a atenção e eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse seu ponto de vista. Oui, je suis allé un peu vite et avec un tout petit accent de provocation, mais pas tant que ça. Ce que je voulais dire, c'est que bon, je travaille sur des dispositifs qui s'adressent à différents publics et je retrouve les mêmes logiques, c'est-à-dire l'usage du sport pour essayer de transformer l'individu sans que soit associé à cette intention politique une transformation des structures. Et donc, ça c'est quelque chose qui est très renseigné en sociologie française, en sciences politiques, et qu'on appelle les politiques comportementalistes. C'est-à-dire que ce soit sur l'obésité, les maladies cardiovasculaires, dans le registre de la santé, mais sur les questions d'accueil des migrants, sur les questions d'emploi, sur les questions de délinquance, on a tendance à vouloir les régler en transformant les individus, alors même qu'on a des connaissances scientifiques qui montrent à quel point les individus sont sociologiquement et économiquement déterminés, que ce soit pour l'obésité, les questions de délinquance, les questions de violence, etc. Et donc il y a un risque à transformer le sport en une espèce d'outil politique qui impose un écran de fumée à tous les leviers beaucoup plus puissants qui peuvent être mobilisés politiquement. Donc c'est une alerte que je donne et ce que j'observe, c'est qu'il y a un schéma permanent, quels que soient les secteurs politiques ou les problématiques politiques en question, y compris en dehors du sport d'ailleurs. Ensuite, pour répondre au deuxième volet de la question, je pense quand même que le sport, et là je voudrais, rester sur une posture scientifique et je ne suis pas un élu politique, donc je n'ai pas à faire part de mon point de vue politique, voilà, mais ce qu'on connaît scientifiquement me permet de dire qu'il y a un intérêt autour du sport qui est un peu paradoxal. Et contrairement à ce que je disais au tout début, c'est moins dans la mise en mouvement que dans la force d'attraction du sport. Je pense par exemple que des ONG ou des associations qui utilisent le sport deviennent beaucoup plus effectives, beaucoup plus puissantes en alertant. Et par exemple, quand je sais pas, Gold Elettra ou Play International ou des associations françaises comme Rebond, Braise Insertion Sport, on pourrait en citer beaucoup, en fait, elles ont un effet beaucoup plus puissant quand elles mettent en évidence des problématiques sociales et qu'elles attirent vers elles des moyens financiers, une attention politique. Donc, à mon avis, l'effet est beaucoup plus puissant au-delà de la mise en mouvement. L'écueil qu'on peut observer, c'est que, bon, par exemple, sur les Jeux Olympiques, où on a entendu ce matin le discours de la ministre dire à quel point les Jeux Olympiques avaient permis de mettre en mouvement avec 30 minutes d'activité à l'école, etc. Bon, il se trouve que les Jeux Olympiques sont financés par Coca-Cola.
Vous avez votre réponse? Est-ce que c'est le fait de rester assis à l'école qui crée l'obésité, ou c'est le fait de vendre du Coca-Cola partout dans le monde à tous les enfants? Ah. Merci beaucoup François. On a une toute dernière question qu'on va prendre là. Ensuite, ça sera vraiment le mot de la fin. Merci. Bonjour, Aurélie Martin de la Fondation de France. C'est moins une question qu'un témoignage pour rebondir sur les questions de financement. En ce qui nous concerne, on est donc un bailleur de fonds privé, indépendant. Et c'est vrai que les évaluations, les bailleurs de fonds, on a souvent l'habitude de dire il faut une évaluation pour une évaluation. Et ces dernières années, en tout cas, on remarque, en ce qui concerne la Fondation de France, un passage différent, c'est-à-dire qu'on est conscient aussi que les associations ont besoin de moyens, sur leur projet, mais aussi sur leur méthodologie d'évaluation. L'évaluation, c'est pas à un moment donné, on arrive et puis on évalue le concept, mais c'est un processus qui commence du début du projet à la fin du projet, et c'est des choses que les fondations commencent à soutenir. C'est-à-dire que souvent, maintenant, on va financer un projet, et dans le projet, on va réserver une somme pour l'évaluation, pour permettre à l'association aussi d'avoir les compétences nécessaires, telles que des sociologues, par exemple, qui vont pouvoir évaluer le dispositif et ne pas être dans le dispositif, ce que tu disais François, de communication, mais vraiment sur du dispositif pour essayer de voir ce qui est amélioré, comment être plus performant, non pas pour faire plaisir aux bailleurs, mais finalement pour nous, associations, enfin nous, moi je fais partie d'une fondation, mais voilà, nous, associations, comment on va pouvoir améliorer nos process pour être au service du plus grand nombre, ou en tout cas au service des personnes qu'on accompagne. Et ça, je pense que c'est très important de voir aussi l'évolution des bailleurs de fonds qui ont conscience du travail de terrain exceptionnel qui est fait par les associations, néanmoins du manque de ressources financières et humaines sur ce sujet-là, et pour autant qui est absolument essentiel pour capitaliser, communiquer, et notamment sur les questions d'innovation sociale dans le sport. Voilà, c'était juste un petit témoignage. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que c'est l'heure du mot de la fin. À présent, j'appelle donc Rai et Anna Moser également qui va dire un mot pour clore cette journée. Bon, merci à tous. Je voulais juste pour complémenter. Je suis fier parce qu'à Golde Letra, depuis le départ, un des objectifs, c'était développer l'esprit critique des enfants, des nouvelles générations. Et quand on a fait une évaluation qualitative, c'est une des choses qui a plus ressorti. Et dans ce sens-là, on est frères. Et je m'appelle, j'aime bien raconter des anecdotes. Une, c'est que par rapport à cela, très vite, la Fondation Golde Letra, quand on a commencé, les parents disaient c'est Dieu qui a envoyé Rai et Leonardo ici dans notre quartier pour... 2 ans après, les enfants, leurs fils, disaient c'est pas Dieu, c'est notre droit. C'est le droit. Nous, on a droit à des activités éducatives de qualité. Donc ça, c'est un peu aussi, ça rejoint ce que tu dis. Et c'est l'impact. On peut voir les 2 impacts, hein? Combattre l'obésité et en même temps développer l'esprit critique. C'est jouer le sport, l'éducation, l'activité physique et une vision sociologique aussi. Et une autre anecdote que j'aime bien toujours raconter, c'est que là, je laisse en l'air, je n'ai pas des conclusions, c'est que c'est difficile à évaluer. L'évaluation, c'est quelque chose de très très difficile. Et je laisse cette anecdote pour réfléchir jusqu'où l'évaluation peut concrétiser les résultats. Donc, on est 2-3 ans après commencer Golde Letra, on est allé faire une compétition de 50 mètres, c'était pas 800 mètres, mais 50 mètres. Et il y a une fille des Golde Letra, donc on est allé en 2-3 bus avec des gens des Golde Letra qui la supportaient. Allez. Donc elle a fait la compétition de 50 mètres et elle est arrivée en 2e place.
Et tous les autres jeunes, ils supportaient pour qu'elle fasse le mieux. Elle était très excitée aussi, bien sûr. Et à la fin, quand elle arrive en deuxième place, elle embrasse l'éducateur. Il commence à pleurer. Et après 2-3 minutes, l'éducateur essaie de la calmer. Et il demande, est-ce que tu es en train de pleurer parce que tu es arrivé en deuxième, tu voulais arriver en premier, ou tu pleures parce que tu es contente avec la deuxième place? Elle, à un moment donné, après, elle s'est calmée depuis longtemps. Elle a dit, jamais a eu autant du monde qui me supportait. C'est pour ça qu'elle a pleuré. C'est pas le résultat, c'est pas le... Donc ça, c'est... Et après, comment on va évaluer l'impact que ces moments-là, pour elle, il va avoir dans sa vie, la vie entière. C'est difficile de mesurer tout ça, tout cet impact-là. Donc je termine là-dessus. Je voulais surtout remercier tous les bénévoles ici. Julie Etienne, si vous voulez venir ici pour que j'oublie personne, on applaudit, parce que c'était un travail exceptionnel. Avec Kai aussi. Eh bien, Kai, Dani. Eh bien, Juliette, elle a fait un travail exceptionnel. Ils ont monté toutes ces... Et si vous voulez, pour remercier aussi les bénévoles pour moi, que j'oublie personne. Alors, les bénévoles qui sont avec nous aujourd'hui, c'est Maya, c'est Joyce, c'est Wilson. Merci beaucoup. Merci à tous, merci. On fait une petite photo avant de partir à la table. Merci, je vous dis à très bientôt. Ah oui, elles sont là. C'est le travail de plus. Si vous pouvez vous lever là, vous levez les traductrices qui ont applaudi. Philippe les connaît bien, hein. On dépend. Merci beaucoup.